Merci de rester toujours fidèle à nos programmes. L'invité ce soir, c'est Pasteur Johannes Bavon. Il est le secrétaire général du Front des architectes de la République phare. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons devoir passer à la loupe pour un sujet portant sur le Togo, la C14, dans une zone de turbulence. Pasteur, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Mathieu, c'est un grand plaisir pour moi. Et heureusement également un grand plaisir pour nous aussi de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Nouvelle année, c'est votre première fois de passer dans cette émission. Justement, joyeuse année à tout le monde et beaucoup de santé et du succès. Et que les bénédictions soient. Merci. Alors, comment vous trouvez bien d'abord la démarche de la C14 depuis le début de la contestation le 19 août 2017 jusqu'à ce jour? Merci. Il faut l'avouer que la C14, dans cette démarche, a fait beaucoup d'efforts. La C14 s'est donnée à fond, malgré plusieurs couacs et erreurs par-ci et par-là, mais on a senti pour une première fois un groupe de politiciens qui ont désiré mener le pays à une liberté politique et malheureusement, si les choses n'ont pas été comme on l'a souhaité, mais nous pouvons dire que la Cité 14 a mouillé les maillots, a fait de son mieux, en tout cas, malgré certaines erreurs. Mais de quoi on parle de l'incohérence dans la démarche, pour vous, c'est chose réelle? Oui, tout à fait. C'est des choses indéniables, surtout lorsque, vous savez, ils sont 14 partis différents, avec des idéologies particulières pour chaque parti. Donc, lorsqu'ils se sont rassemblés, je pense que ce qui les a rassemblés, c'était le but des revendications du peuple et tout cela. Mais au fond, il faudra savoir que c'est des partis qui ont des penchants carrément différents les uns des autres. Donc, il est un peu difficile de les joindre. Facile de les rassembler, mais de les joindre, c'est ça qui a été le problème. Et il est normal que parfois il y ait de l'incohérence, mais beaucoup d'incohérence surtout au niveau professionnel, parce que lorsqu'il arrive que vous vous rassemblez finalement pour le même but, donc vous devez tout faire pour joindre les moyens afin que les moyens soient cohérents avec le but. Donc je pense que c'est ça que certains sont en train de critiquer pour la C14 et effectivement c'est des critiques positives. Alors, on dit de la revendication de la Constitution de 92, des pas immédiats de Faure Gnassingbé, et il faut former un gouvernement de transition, et finalement, faut-il aller aux élections pour législatives? On n'y était pas. Cela vient expliquer tout ce imbroglio qu'on a au jour d'aujourd'hui. Bien entendu, vous savez, lorsque les revendications ont commencé par la démission immédiate, le départ du président de la République. En effet, le phare a été l'un des mouvements rares en ce moment à dénoncer l'utopie de cette revendication dans la mesure où nous avions dit que si le président partait dans les médias, il y aurait un peu de cafouillage dans le pays. Et puisque être au pouvoir, c'est pas seulement une personne être au pouvoir, mais il est question d'une aura, il est question d'un dynamisme qui a conduit le peuple pendant un certain temps. Il y a l'armée là-bas, et c'est une question de confiance également entre les acteurs. Donc, on aura besoin nécessairement de la présence du président de la République afin que, même s'il y aura un changement au niveau de la constitution des choses, tout devra être fait de commun accord avec lui. Donc, lorsque les choses ont avancé jusqu'au niveau du dialogue, je pense que nos doléances ont été prises en compte et nous avons vu que au niveau du dialogue, la feuille de route telle que nous avions fait nos propositions à la CEDEAO et nos propositions ont été prises en compte également, mais telles que les choses ont évolué, nous n'avons pas pu célébrer quand même un résultat positif dans la mesure où les élections législatives, bien sûr, ont passé tel que nous le connaissons tous. Donc, c'est en cela seulement que nous pouvons dire que, en général, on est en train d'avancer. Ça, c'est quelque chose que je pourrais dire qui va choquer beaucoup de personnes, mais on est en train d'avancer énormément. Dans la mesure où, vous voyez, lorsqu'on parle de changement dans un pays, il n'est pas question de changement d'une personne.
un changement de système, de tout un système. Donc aujourd'hui, nous avons avancé beaucoup. Bien sûr, la C14 n'a pas participé aux élections législatives. Et là, encore, il y a eu des critiques. Au niveau du phare, nous avions demandé beaucoup d'explications sur le sujet. Pourquoi? Parce que, vous savez, la C14 avait fait des voyages sur la Guinée, Accra également. Le dernier voyage a été celui d'Accra. Et ce qui a été discuté, quels ont été les points de consensus au regard des élections législatives. Tout cela, la communication n'est pas passée. Donc le peuple a suivi des personnes qui n'étaient pas prêtes à lui donner des explications profondes. Donc c'est ce que nous regrettons en fin de compte, parce que on aurait pu soutenir la C14 si on était bien informé sur les sujets de leur rencontre avec les facilitateurs, surtout les 2 derniers voyages. Donc nous, on leur demandait, bon, vous pouvez pas aller à ces élections dans la mesure où vous avez dénoncé vous-même l'irrégularité criarde que tout le monde constate dans l'organisation des élections législatives. Donc, on était dans la position que la CEDEAO allait réagir dans son intervention, corriger certaines choses par-ci, par-là, et donnant une confiance à tout le monde d'aller à une élection transparente et crédible. Mais alors que, en fin de compte, lorsque les élections sont passées, on comprend finalement que la C14 a eu à faire des discussions avec les facilitateurs. Ils s'étaient mis d'accord sur certains points et les décisions à la dernière minute ont changé. Donc vous voyez, donc c'est des communications qui ont fait défaut à la dernière minute que nous déplorons. Dans le rang de la C14, d'aucuns étaient d'accord pour aller aux législatives, d'autres non. Cela vient expliquer un peu ce réfifi qui a entre-temps été dénoncé par la presse et d'autres leaders politiques de la place, non? Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Dans la mesure où, si nous disons que nous sommes ensemble pour un même but, donc les décisions doivent aller dans le sens unique de ce but-là. En tant que parti politique pris individuellement, vous allez constater que beaucoup de partis pris individuellement auraient bien aimé aller à ces législatives. Le phare aurait aussi souhaité soutenir la C14 aller à ces élections législatives si nous étions informés correctement. Maintenant, les partis qui sont au sein de la C14 eux-mêmes étant informés des réalités du consensus sur le sujet, je pense que ils ont eu un tout petit peu peur de l'opinion populaire et de ce que les gens diraient d'eux. Et c'est ça qui fait défaut dans la politique togolaise. C'est-à-dire que on fait trop une politique de cachotterie, une politique de l'ombre. On préfère le faire comme ça. On va échapper à des lynchages verbaux ou à des critiques par-ci, par-là. Et finalement, ce qu'on fuit, c'est ce qu'on rencontre. Est-ce que le boycott était vraiment la meilleure arme en ce temps-ci? En réalité, puisque nous étions dans la crise, comprenons les choses dans ce sens. Nous étions dans une crise et dans cette crise-là, il y a des manifestations populaires intenses avec des répressions intenses. Donc la C14 n'était pas dans le dialogue en tant qu'un parti politique pris individuellement qui pourrait poursuivre ses propres ambitions, ses intérêts partisans ou personnels. Donc la C14 était un porte-drapeau des revendications du peuple. Donc vous pouvez imaginer que le peuple togolais tout entier avait leurs yeux braqués sur la C14, chaque décision, chaque sortie et tout ce qui était fait, le peuple suivait au pas. Donc dans cette condition-là, lorsque la C14 dénonçait l'irrégularité dans l'organisation, lorsque les porte-paroles de la C14 disaient que le train de Bara ne sera jamais pris, donc vous voyez, ils sont en train de diriger le peuple dans un certain sens. Mais si en fin de compte, ils voudront aller à cette élection législative, va falloir encore que eux-mêmes, ils donnent des explications claires au peuple, ce qui n'avait pas été fait. Donc le boycott en ce moment-là devrait être politiquement loué.
Toutefois, il faudra comprendre que le boycott n'est pas une arme pour empêcher la règle de droit de s'appliquer. Vous voyez? Donc, c'est en cela que l'organisation législative, peu importe ce que nous pouvons reprocher à ces législatives, tant qu'il y a eu un seul bureau sur le territoire togolais qui a pu faire enregistrer un participant. Donc, la règle de droit s'applique et elle est générale comme ça. Alors, on essaie de voir un peu, et d'autres peuvent dire aujourd'hui que la C14 s'est fait piéger. Vous êtes de même avis? Est-ce qu'il y a eu piège? Je dirais plutôt que la C14 a fait beaucoup de choses, mais aurait encore pu faire mieux. Elle aurait pu être plus compétente, plus efficace, plus professionnelle. Elle aurait pu être plus réaliste et pragmatique. En quel sens? En ce sens que, je vous donne un exemple palpable. À la veille de l'organisation des législatives, la porte-parole de la C14 a fait comprendre à tout le peuple qu'ils passeront par tout moyen pour empêcher les législatives. Empêcher les législatives, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un délit contre l'État, ce n'est pas un crime contre la sûreté de l'État. C'est un droit constitutionnel reconnu à tout citoyen que lorsque ils estiment que l'autorité en place ne respecte pas les normes constitutionnelles telles que établies, donc ils peuvent s'organiser pour faire barrage à cette autorité. Donc à cela, nous, on était dans la grande attente. Qu'est-ce qu'ils vont faire en réalité pour empêcher? Vous n'avez jamais entendu le gouvernement dire que si vous essayez d'empêcher, qu'on va vous emprisonner. Le gouvernement n'a jamais dit ça. Ouais. Le gouvernement, au contraire, a pris des mesures pour que les législatives aient lieu. Et lorsque vous donnez le mot d'ordre d'empêcher, donc il va falloir donner les moyens, il va falloir expliquer l'ordre à ceux qui vont l'exécuter. Je veux parler des militants, c'est-à-dire le peuple contestataire qui est du côté de la C14. Alors, le problème est que à la veille de ces législatives, on n'a plus entendu les mots d'ordre d'empêchement. Au contraire, c'est des mots de boycott. Et le boycott a été largement suivi, ce qui veut dire que le peuple est sous l'ordre de la C14 et obéissait clairement à la C14. Mais la C14 a fait un mélange d'ordre de son côté. Parce que lorsque vous dites empêcher, il faut que cela soit réellement empêché. Mais c'est ce qui n'a pas eu lieu. Donc c'est la raison pour laquelle, en fin de compte, nous disons légalement aujourd'hui qu'il y a une Assemblée nationale légale, ben peut-être pas légitime, parce que légitime, ça n'a pas obtenu l'approbation de la grande majorité de la population togolaise. Alors l'autre actualité à l'heure actuelle de la C14, c'est la défection de MCD de Maître Mohamed Kassona. Pour vous, c'est un fait ou un non-lieu? Non, mais ça a un effet réel. Tout ce qui a un effet est un fait. Donc, ça a eu un effet sur d'abord la crédibilité de la C14, surtout le moment où il s'est retiré. C'était un moment capital pour la C14. Toutefois, nous devons aussi reconnaître que la politique togolaise est trop personnelle. On en fait trop une affaire personnelle. C'est-à-dire que nous n'avons pas le sens de nous joindre pour nous battre ensemble, pour atteindre un but commun. Donc, quand il s'est retiré, finalement, ça nous révélait qu'il y avait anguille sous roche, il y avait un feu qui brûlait et qu'on ne nous disait pas. Donc, son retrait. Aujourd'hui, je ne sais pas, hein, je ne crois pas qu'il a été... Il a eu un siège au Parlement. Il n'a pas eu de siège au Parlement. Il n'a même pas été au législatif. Il n'a même pas été, mais il s'est retiré quand même. Oui. Donc, c'est une politique, effectivement, pour montrer son mécontentement à l'égard de certaines choses. Bon, moi, je serais hasardeux de ma part d'essayer d'expliquer sa position et ses actions. Est-il que nous avons la liberté en politique de faire certaines choses, mais à certains moments, il faudra quand même calculer l'atmosphère, calculer les tenants et aboutissants de la situation avant d'en prendre les décisions. C'était annoncé sur le 12, le week-end dernier, les nouvelles manifestations de la C14. À l'heure actuelle, a-t-on vraiment besoin de ces manifestations quand on sait que actuellement il y a des députés qui sont au Parlement, qui sont en train de se pencher sur les nouveaux tests qu'il faut proposer pour être validés en matière de réformes constitutionnelles et institutionnelles? Merci Mathieu. En fait, vous savez, les manifestations constitutionnellement sont reconnues
par notre test fondamental comme droit à tout citoyen d'élever sa voix et de faire connaître ce qui ne va pas de son côté. Vous voyez, les manifestations, on peut les organiser à tout moment et sans réserve ni excuse à l'égard de qui que ce soit. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est que sur le plan stratégique, politique, dans notre contexte actuel, est-ce que, il faudra se poser certaines questions, est-ce que les manifestations vont viser l'annulation des législatives qui ont eu lieu? Est-ce que les manifestations auront pour but de recommencer la crise et de demander pur et simplement le départ de Faure Gnassingbé et mettre fin à ce régime? Parce que lorsque j'écoute des mots d'ordre, j'entends dire il faut que tel jour nous allons manifester pour conclure la lutte. Donc, en effet, moi, de mon côté, à mon sens, ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Donc, on voudrait savoir qu'est-ce que cette manifestation vise à accomplir. Donc, le problème ici, je vais parler en matière politique, le problème ici, c'est que la C14 s'étant retirée de ces législatives, à l'heure actuelle, il est question de faire une stratégie supérieure aux manifestations. Les manifestations constituent un droit pour tout parti politique, pour tout citoyen. On peut manifester spontanément sans forcément l'organiser. Lorsqu'il y a oppression, lorsqu'il y a violation des droits des citoyens. Mais les manifestations dans ce contexte politique et en matière de stratégie, nous pensons que, avant d'appeler les Togolais aujourd'hui, il va falloir leur éclaircir les choses. Parce que nous refusons, nous les Togolais, nous refusons de suivre encore des ombres et de répondre à n'importe quel ordre et de faire juste des choses parce que c'est telle personne ou telle personne qui porte tel nom ou tel titre qu'il a recommandé. Aujourd'hui, les Togolais sont fatigués du siècle de la douleur perpétuelle de l'échec. On ne veut plus suivre et faire des choses juste pour le faire d'une manière folklorique et en fin de compte revenir à la maison avec la douleur de l'échec. Donc le phare soutient fermement une nouvelle politique. À partir de ce moment, nous soutenons tout politique et nous agissons avec tout politique qui agira avec le sens que je vais déclarer. Il faut comprendre que la lutte a changé de but. La lutte a changé de forme. La lutte a changé de terrain. Donc il faudra changer la stratégie. Lorsqu'il faudra dire maintenant aux Togolais d'aller faire quelque chose, il va falloir de bonnes explications. On ne veut plus suivre la fourberie, on ne veut plus suivre le fouvoiement. Donc pour vous, il y a lieu de dresser le bilan de tout ce qui s'était passé. Absolument, parce que le déni des erreurs, le déni de l'autocritique, c'est le déni du développement. Lorsque nous refusons de nous critiquer, de faire le bilan et de voir là où nous avons échoué, là où nous avons réussi, et que nous continuons juste en répétant les mêmes erreurs. Donc c'est de la folie de répéter les mêmes erreurs espérant un nouveau résultat. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il faut un nouveau départ, après avoir fait l'autocritique, après avoir analysé et peser les pour et les contre de nos actions dans le passé. Parce que la politique précédente à cette législature a été une grande politique de cafouillage. Nous avons constaté que beaucoup de voix s'étaient levées qui n'ont pas été prises en compte. Beaucoup de personnes ont jeté leur dé dans la lutte. Ils ont donné des conseils, des idées et tout. Mais on a l'impression que certaines personnes, ils aiment se marier à leurs idées. En fin de compte, lorsque cela conduit à l'échec, maintenant ils reviennent, ils appellent la population à les soutenir encore. Donc ça ne doit plus continuer comme ça. Il faut la professionnalisation maintenant de la vie politique. Parce que si nous continuons dans ce sens, on ne peut jamais accorder la liberté un jour à ce peuple et on ne peut pas bâtir le Togo tel que nous le souhaitons. Pasteur Bavon, le problème togolais aujourd'hui n'est-il pas peut-être social que politique? C'est les deux parce que l'un est le résultat de l'autre. Je veux dire que la politique fait le problème social en se faisant pas celui-ci. C'est-à-dire que le régime dans un pays, le fonctionnement des institutions de ce pays,
la qualité de ces institutions détermine la vie et la qualité de vie des populations. Et lorsque les populations souffrent, c'est un indice qui montre clairement que le fonctionnement des institutions, quel que soit comment elles peuvent être solides, ce fonctionnement ne profite pas à tous, vous comprenez. Donc la politique a créé le problème social. Mais maintenant, c'est le problème social qui explique qui est politicien et quelle politique on fait. Parce que la politique, lorsque on dit qu'on fait la politique est toujours la qualification des faits sociaux, des faits anodins, mais dans une orbite politique et juridique. Donc aujourd'hui, nous allons dire que le problème social que nous avons connu a été créé par la situation politique, la qualité du régime, la qualité de fonctionnement des institutions. Et maintenant, quand le problème social est arrivé, elle a eu des impacts sur la vie politique du pays. Donc c'est vice-versa. C'est comme ça que cela fonctionne. Donc aujourd'hui, s'il faudra résoudre ce problème, il va falloir que les Togolais, les dirigeants togolais reviennent en arrière et fassent la politique autrement pour que le résultat puisse se révéler dans la couche sociale. Peut-être la dernière question. Avec cette nouvelle classe politique à l'Assemblée nationale, allons-nous vers une nouvelle classe politique, une autre façon de faire la politique actuellement? Ouais, lorsqu'on parle d'une nouvelle classe politique, on parle d'une nouvelle mentalité politique. Ce n'est pas une nouvelle classe en termes de personnalité, parce que ça a été toujours le problème que nous avons eu. C'est une erreur du côté du pouvoir et tout comme une erreur du côté de la politique contestataire, dans la mesure où vous constatez que lorsqu'on dit on fait toujours l'amalgame entre la personne et le régime. Le régime est un système. Et la personne qui est dirigeant dans ce système, il peut être victime de ce même système, tout comme le nôtre au Togo aujourd'hui. Donc s'il faut faire une politique, celle que le phare est en train de soutenir aujourd'hui, c'est une politique qui distingue les personnes du système qui nous régente. Le système qui nous régente actuellement, c'est pas Faure Gnassingbé qui l'a mis en place. Nous l'avons hérité depuis la colonisation et après l'indépendance. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous tendons vers une nouvelle mentalité politique, une autre façon de faire la politique professionnelle, de manière solide. La façon dont on la faisait avant, où on voit le blanc, on dit que c'est noir. Quand on voit le noir, on dit que c'est blanc parce qu'on dit que c'est la politique. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'information. On avait connu l'ère de la force physique et les plus forts étaient des rois. L'ère économique, les plus riches étaient des rois. Mais aujourd'hui, c'est ceux qui ont l'intelligence, qui savent mieux faire. Ce sont eux qui règnent. Donc, il va falloir qu'on rentre dans cette civilisation rapidement. Et que souhaitez-vous aux nouveaux élus au Parlement? Je leur souhaite du courage parce que le peuple est en train d'attendre. On nous a fait croire qu'on fera les réformes plus au-delà de l'attente du peuple. Donc, nous le souhaitons vivement et on attend voir comment ce sera réalisé. Donc, bon vent à eux, mais nous suivrons parce que nous sommes dans cette politique pour que nous terminions en beauté avec une bonne victoire pour le peuple. Merci à vous, pasteur Yohannes Bavon. Vous êtes bien sûr le secrétaire général du Front des architectes de la République. Messieurs, nous allons devoir marquer une pause. Elle est très importante. Juste derrière, on se retrouve pour Regard croisé sur ce plateau.